La dernière fois que nous nous sommes vus avec mes anciens potes de fac, nous parlions des scénarios catastrophistes des prophètes de malheur, en particulier par rapport au changement climatique et à l'agitation de la peur par Claire Nouvian et son ONG Bloom. Une certaine bien-pensance écologiste, parée de science qui n'est en réalité que du scientisme, exhorte à ne plus manger de viande, ni de poisson, à ne plus faire d'enfants, à limiter nos déplacements au strict nécessaire, ou encore à sanctuariser 30%, voire 50% de la surface de la Terre et des océans, et à punir sous une forme ou une autre les contrevenants à ces injonctions, en s'accommodant de plus en plus des restrictions toujours plus fortes de nos libertés fondamentales. Des restrictions qui puent le totalitarisme, avec d'autres dérives autoritaires et totalisantes de la sphère publique, comme l'éducation et la santé. Ce néo-malthusianisme pervers, rabaissant le genre humain à une espèce invasive qu'il faudrait réguler et isoler de la nature, en vidant de tout contenu social et culturel les graves problèmes écologiques de notre temps, et donc en ignorant les logiques propres aux groupes sociaux, les rapports entre eux et les évolutions réciproques entre la nature et la société, conduit non seulement à séparer ces dernières, mais aussi à séparer les citoyens et ces groupes sociaux en bons et mauvais élèves, pour que les premiers puissent, tant qu'à faire, exercer leur domination sur les seconds. Cette chronique dissidente, subversive et satirique, explore, pour proposer d'y remédier, l'état profond qui marque un certain courant écolo, s'érigeant en chevalier blanc de la protection de la nature et de la raison, sans jamais interroger ses propres rapports au monde et à la réalité. Le projet sous-jacent est que la protection de la nature cesse d'être un champ de bataille entre parties prenantes opposées les unes aux autres, en renversant complètement une conception dépassée des rapports entre l'homme et la nature ayant conduit à l'impasse actuelle pour sortir des crises écologiques. Il ne s'agit pas pour autant de fabriquer du consensus façon développement durable. Il s'agit au contraire d'enclencher une rupture radicale dans nos façons de penser et de voir le monde, c'est-à-dire en s'attaquant aux racines psychologiques, sociologiques et métaphysiques de la perversion de nos rapports à la nature et aux autres êtres humains. En commençant par dépasser l'habitude de coller sur ceux qui ne pensent pas comme nous des étiquettes de bons ou de mauvais, de gentils ou de méchants, de bien ou de mal dans ce qu'ils font ou ne font pas. Et en cessant d'être en réaction et de les réduire à un rôle que leur attribuent nos conditionnements. Pour au contraire leur accorder notre attention active et découvrir qu'ils sont vraiment derrière le masque social qu'ils portent ou que souvent nous leur faisons porter. Accrochez-vous bien et bienvenue dans les champs fertiles de l'écologie sociale, de l'approche systémique, de la pensée complexe, au lieu de la pensée binaire, si fréquente, et de la connaissance de soi. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite vraiment à la visionner d'abord, ne serait-ce que pour comprendre qui sont ces potes dont je parle. Des potes que j'ai de nouveau retrouvés il y a quelques jours, parmi lesquels Patrick, avec qui j'ouvre donc la suite de notre précédente discussion. Alors Patrick, tu as peut-être des choses à dire sur ces scénarios catastrophistes écolos, en tant que matheux et physicien ayant un goût prononcé pour les sciences de la nature. Lui ai-je demandé. Certainement, réagit ce dernier. Pour revenir en effet aux impacts du changement climatique, sans parler des nombreuses autres perturbations anthropiques sur le vivant, la reconstitution des climats du passé et les modèles qui en découlent ne peuvent présager ceux à venir des échelles de temps aussi considérables que 10 ou 100 000 ans, ou même seulement 1000. Parce qu'un des aspects de la complexité du système climatique provient du caractère chaotique de l'atmosphère terrestre, au sens de la théorie du chaos. Il faut comprendre par là que les trajectoires possibles du climat ont une très grande sensibilité aux conditions initiales, sans parler de la nature cyclique du changement climatique, influencé notamment par les paramètres orbitaux de la Terre, les cycles d'éruption solaire, etc. Il y a donc un temps au-delà duquel toute prédiction est en pratique impossible. Non possible. Nos connaissances scientifiques sont tout simplement insuffisantes pour faire des projections à long et très long terme sur la façon dont le climat va continuer à changer et pour prédire l'effet des actions humaines sur celui-ci. D'ailleurs, il n'existe pas de modèle climatique unique, mais une grande diversité de modèles possibles. Ça, on ne le dit pas, selon les problèmes étudiés. Sachant que parmi la multitude de ces modèles, tous les résultats ne coïncident pas entre eux, voire se contredisent, avec des scénarios envisageant pour les uns un avenir qui sera de plus en plus chaud, c'est le seul qu'on retient, et pour les autres un retour à un petit âge glaciaire, au moins à une échelle régionale. Pareil pour la circulation océanique et l'impact consécutif des paramètres physico-chimiques, comme la température, la salinité, les flux de nutriments, etc., sur la dynamique des écosystèmes marins et de leur communauté biologique, ai-je complété. Si certains de ces écosystèmes se dégradent de manière continue, parce que très peu résilients, d'autres présentent des caractéristiques non linéaires. Ces systèmes peuvent présenter un ralentissement critique,
une asymétrie ou un vacillement dans la façon dont l'énergie et la matière s'y déplacent et qui les rendent habituellement dynamiquement stables. L'instabilité qu'ils subissent peuvent alors les amener devant une bifurcation et les conduire soit à se rétablir s'ils sont suffisamment résilients sans changement qualitatif notoire de la composition spécifique des espèces présentes, ou bien se retrouver dans un état différent avec un assemblage d'espèces qualitativement distincts, mais de nouveau temporairement stable, d'équilibre dynamique. Soit, enfin, après un possible semblant de rétablissement, les conduire à revenir en arrière et opérer une transition pouvant alors les amener à s'effondrer complètement pour les moins résilients. Cette capacité ou non de résilience, c'est-à-dire à absorber les perturbations et à maintenir cet équilibre dynamique, évolutif, en basculant d'un domaine de stabilité vers un autre, selon le régime des perturbations, et donc non stationnaire, comme une certaine vision fixiste de la nature, encore très présente chez les naturalistes, tend à le faire croire. Cette capacité dépend de nombreux facteurs, comme la structure et le fonctionnement même de ces écosystèmes marins, la régénération des nutriments et les cycles des éléments comme le carbone ou l'azote, ou encore la diversité des espèces et leur capacité, par une régulation épigénétique, à s'adapter aux modifications des paramètres physico-chimiques. Quoi qu'il en soit, ces notions de stabilité et de résilience restent très relatives, puisque si des écosystèmes peuvent paraître stables sur de courtes échelles de temps, comme une vie humaine, il est certain qu'ils se modifient tous à partir d'une certaine échelle de temps plus longue, sans même parler des échelles de temps géologiques. Bien malin alors, bon, à part peut-être Claire Nouvian, faut bien le reconnaître, celui ou celle qui pourra prédire le scénario d'évolution de la biosphère qui va se réaliser, même à l'appui des meilleurs modèles climatiques ou de circulation océanique. Oui, est intervenue Marlène. Le régime de prévisibilité n'a plus lieu d'être dans le bien mal nommé Anthropocène. C'est ce que décrit très bien Catherine Larère, philosophe et professeure émérite de philosophie, qui rejoint d'ailleurs ce que dit Pascal Bruckner, en cela qu'être convaincu que la catastrophe est imminente et certaine, ou pire qu'elle est déjà là, comme le prétend Claire Nouvian, incite bien plus à ne rien faire qu'à agir. Et qu'au lieu de céder à la peur ou au fatalisme, il convient beaucoup mieux de se rendre disponible à l'éventail des possibles. Nous devons simplement nous préparer à vivre dans un monde incertain sur la base d'un paradigme différent de celui qui reposait sur le mythe de la toute-puissance de la science et de la technique et de la prévisibilité de la nature. Un monde où l'effondrement est possible, ça on ne peut pas le nier, mais pas inéluctable, et dans lequel une théorie de l'action, une science des ripostes et des résistances, comme le suggère Bruckner, a besoin d'être repensée, en abandonnant la prévision pour la précaution. Il faut donc pour Larère apprendre à vivre dans un monde différent de celui que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et là, il y a beaucoup de pain sur la planche. Et il faut bien reconnaître que l'exemple donné par Bruckner, avec son histoire de camping pour illustrer ses propos, est un peu light et pas très convaincant. Mais bon, on ne lui en voudra pas car on peut être d'accord avec lui sur l'essentiel. À savoir qu'au lieu de surfer sur la peur de l'effondrement inéluctable, alors que cette peur risque justement de rendre cet effondrement plus probable, en incitant bien plus à ne pas changer de comportement qu'à passer à l'action, il s'agit surtout de prendre les précautions nécessaires, en toute lucidité, mais sans se laisser emporter par les émotions, pour y faire face le cas échéant, mais avec calme et assurance. En gardant en tête, comme le dit Edgar Morin, en cela il rejoint Larère, que les tunnels ne sont pas interminables, que le probable n'est pas le certain, et que l'inattendu est toujours possible. En tout cas, poursuivit Patrick, ce qu'on peut dire, c'est que Claire Nouvian n'a sans doute pas lu Larère, qu'elle doit certainement considérer comme juste bonne à lire des romans, comme ce qu'elle pense de Bruckner, et qu'elle s'y prend très bien pour ficher la trouille à ceux qui, et il en existe, boivent ses paroles comme du petit lait. Agiter la peur et désigner des boucs émissaires faciles de la dégradation de la biosphère constitue son fonds de commerce quotidien. Je te trouve bien sévère avec Claire Nouvian, a ironisé Thierry. Elle n'a tout simplement peut-être pas le temps de lire des romans. Déjà qu'elle se coltine tous les rapports du GIEC, dont chaque volume correspondant à chacun des 3 groupes de travail fait maintenant au bas mot entre 2 et 3000 pages, pour n'atteindre 7500 au total. Et encore sans les rapports méthodologiques et autres rapports complémentaires qui font qu'on est sans doute pas loin de 10 000 pages au total. Ça doit en prendre du temps à décortiquer. Je ne sais pas si elle lit vraiment les rapports du GIEC, a poursuivi Alain. Je me permets d'en douter. Personnellement, d'ailleurs, je ne connais personne qui les a lus. Peut-être le professeur Moreau ?
Ah non, j'ai pas lu les 7500 pages du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Je suis comme Pascal Bruckner, je n'ai pas l'intelligence de Claire Nouvian, ni sa capacité de lecture. Je me suis juste contenté de lire les rapports de synthèse de chaque groupe de travail. En diagonale, aussi un des rapports méthodologiques, ainsi que le rapport de synthèse générale, qui au passage parle de 1,1 degré d'élévation de température par rapport à la fin du 19e siècle, là où Claire Nouvian parle de 1,2 degré. Mais bon, on va pas chipoter. Hein. Pareil pour le résumé en 4 pages qu'on trouve sur le site du ministère de la Transition écologique, à mon avis le maximum que puisse lire un ministre de notre gouvernement. Déjà qu'avant la dissolution, celui de l'économie et des finances ne savait pas compter, et que celui de l'Europe et des affaires étrangères ne savait même pas parler français. Quant à demander à un ministre de la Macronie de lire dans la langue de Shakespeare, puisqu'en gros, à part les résumés traduits en français, tout est en anglais, c'est un peu comme si on me demandait à moi de parler le javanais, la page des plaines, ou je sais pas, moi, l'égyptien ancien. J'aimerais bien voir ça, c'est marrant Thierry. Le professeur Moreau parlant l'égyptien ancien ou la page des plaines. Ça doit être quelque chose. Il est annoncé dans ce résumé du rapport du GIEC, et je poursuivis, une prévision de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle qui devrait être atteint dès le début des années 2030. Alors que la synthèse plus copieuse en anglais parle de 2035, voire plus tôt, c'est vrai, sous l'effet de la variabilité des phénomènes naturels, comme El Niño. Mais là aussi, on ne va pas chipoter pour quelques années. Cela dit, ça donne quand même un peu l'impression, côté Claire Nouvian comme côté gouvernement, qu'on traite les chiffres un peu par-dessus la jambe. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du rapport de synthèse en anglais ou du résumé de la synthèse, qu'on pourra renommer les conclusions du GIEC pour les nuls, ce qui me tracasse, puisqu'en gros c'est à peu près uniquement là-dessus que reposent les politiques climatiques et les départs en croisade de certains activistes, c'est de faire table rase sur les nuances, incertitudes et niveaux de confiance dans l'explication des phénomènes qu'on trouve dans le rapport complet. Oui, a rebondi Patrick, en faisant passer à la trappe des scénarios comme celui, encore une fois, du retour à un petit âge glaciaire en Europe et Amérique du Nord d'ici à la moitié de ce siècle. Qu'on ne pouvait, faut être honnête, on ne pouvait pas trouver dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC, puisque l'étude en question est sortie en 2023. Mais je mettrais ma main à couper qu'on ne l'aurait pas trouvé non plus si cette étude était sortie quelques années plus tôt. Simplement parce que ça n'entre pas dans le récit dominant. Eh bien, on vérifiera ça lors de la publication du prochain rapport d'évaluation du GIEC, ou plutôt de sa future synthèse, et je réagis. Ne soyons pas médisants. Car on peut quand même penser qu'une étude de la sorte aura bien sa place dans ce rapport. En attendant, il y a forcément des informations qui sont omises dans ce genre de synthèse, alors que cela n'est pas remis en contexte dedans, et encore moins dans le résumé en 4 pages. Et ce, bien que j'admette qu'on ne puisse capturer en quelques pages ou quelques dizaines toutes ces nuances, incertitudes, voire contradictions. Surtout, je constate que ne sont jamais mentionnées les hypothèses, forcément nombreuses, sur lesquelles reposent les modèles climatiques ou de circulation océanique, qui doivent pourtant bien être posés quelque part dans les travaux auxquels se réfèrent les 3 gros volumes du rapport d'évaluation du GIEC. De la même façon qu'il est donné dans les rapports les niveaux de confiance à accorder aux résultats fournis par les différentes études, et force est de constater que souvent ces niveaux sont élevés, voire très élevés. C'est même plutôt rassurant, enfin façon de parler, puisque c'est le plus souvent pour dire que tout va mal. Mais il y a tellement de paramètres en jeu que d'un point de vue probabiliste, ce n'est pas parce que de nombreux phénomènes peuvent être décrits chacun avec un niveau de confiance élevé qu'au final la résultante de ces phénomènes, une fois combinée, est elle aussi d'un niveau de confiance élevé pour la décrire. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, est intervenue Marlène. Si on a un ensemble d'événements dont les conséquences de chacun ont une probabilité très élevée, ou même seulement élevée, d'être vraies, ça paraît logique qu'au bout du compte, la conséquence finale de tous ces événements, de tous ces phénomènes, est aussi une probabilité élevée ou très élevée d'être vraie. Ça semble du bon sens, n'est-ce pas? Eh bien non, Marlène, a dit Thierry. C'est là où le bon sens peut être trompeur. Et tu vas très vite comprendre à partir d'un exemple que je connais bien, celui des barrages obstacles à la libre circulation des poissons grands migrateurs. Imagine sur un fleuve une suite de 10 barrages où sont installés des passes à poissons dont l'efficacité est estimée en moyenne à
90%. Ce qui est très optimiste, hein. Mais partons sur cette hypothèse. Ce niveau de confiance a été estimé à partir de la hauteur du barrage, de la pente et de la largeur de la passe à poissons, du débit moyen à son niveau, etc. Et 90% de probabilité, ça veut dire ici que sur 100 poissons qui arrivent devant la passe, 90 vont effectivement réussir à la franchir, en trouvant l'entrée et sans se faire bouffer au passage par un silure, qui est un énorme poisson-chat prédateur opportuniste. Eh bien, la probabilité pour un poisson migrateur depuis l'estuaire du fleuve pour franchir les 5 premiers barrages est déjà très loin de toujours faire 90%, mais selon les règles de la probabilité, est de 0,9 à la puissance 5, soit grosso modo 0,6, c'est-à-dire 60%. On est déjà dans un niveau de confiance modéré plutôt qu'élevé, puisqu'il n'y a déjà plus que 60 poissons sur les 100 de départ qui auront réussi à franchir les 5 obstacles à leur migration. Et si je poursuis jusqu'au 10e barrage à franchir, la probabilité d'aller plus loin pour notre poisson migrateur n'est plus cette fois-ci que 0,9 à la puissance 10, soit environ 0,35, c'est-à-dire 35%. Une probabilité par conséquent relativement faible. Ça veut dire, d'un point de vue probabiliste, que les 2/3 des poissons n'auront pas pu rejoindre les zones de frayère historiques en amont du fleuve. Merci Thierry pour cet exemple très pédagogique, ai-je repris. Ça illustre très bien ce que je voulais dire, à savoir que les niveaux de confiance donnés à chacun des résultats des recherches sur le changement climatique ne présument pas du niveau de confiance de ce qu'on peut en déduire au final. Même si les niveaux de confiance accordés à chacun des résultats initiaux sont élevés. Et ce, d'autant plus, comme l'a dit plutôt Patrick, qu'on n'est même plus avec le climat dans un système probabiliste, mais dans un système chaotique. Et ça, en plus du fait que les hypothèses de départ ne sont jamais fournies aux décideurs. Et ça, c'est vraiment problématique. Même si ça ne remet pas en cause la validité de ces modèles à court terme. Qu'est-ce que tu entends par hypothèse, professeur Moreau, a encore demandé Marlène. Eh bien, ai-je répondu, si on prend par exemple le cas des températures, de quelle température parle-t-on? Des températures prises au niveau du sol ou par des ballons sondes qui se promènent dans l'atmosphère? Ou bien à partir de mesures basées sur des technologies satellitaires? Et concernant les températures au sol, sur quel substrat sont installés les thermomètres? Au-dessus du bitume ou au-dessus d'une couverture végétale? En milieu urbain ou en milieu rural, loin des zones les plus chaudes? Car les villes sont plus chaudes que la campagne, compte tenu de la concentration tout simplement des activités humaines. Or, des points de référence de température qui étaient encore en zone rurale il y a, disons, une cinquantaine d'années, ont pour beaucoup d'entre eux été absorbés dans la zone urbaine ou périurbaine, avec une influence évidente sur les températures et la compréhension de leurs évolutions. Par conséquent, sur quelles hypothèses se base-t-on pour affirmer l'augmentation des températures? Que les emplacements des thermomètres n'ont pas d'importance? Ce serait absurde. Dans ce cas, y a-t-il des facteurs correctifs pour que les températures soient vraiment comparables? Pareil bien sûr sur la couverture géographique mondiale de ces thermomètres. À l'évidence, il y en a sans doute beaucoup plus dans ou pas très loin des zones urbanisées qu'en plein désert, au milieu de la forêt tropicale ou à la surface des océans. Comment toutes ces différences sont-elles prises en compte? Et je dis pas qu'elles sont pas prises en compte, simplement on n'en sait rien. Y a-t-il là aussi des corrections qui sont apportées pour que les températures et donc leurs évolutions au fil du temps soient comparables? Tout cela doit ou devrait normalement former un corpus d'hypothèses dont je ne doute pas qu'elles existent quelque part, peut-être même d'ailleurs dans les propres rapports du GIEC, si on prend soin de les éplucher jusqu'au bout. Mais on n'en entend jamais parler. Jamais. J'ai commencé moi-même à chercher dans les rapports méthodologiques, mais je me suis vite découragé. Alors autant dire que les décideurs, les journalistes, autant que les clairnouvians et consorts, n'ont aucune idée de ces hypothèses. En tout état de cause, moi, en tant que simple citoyen, comme Pascal Bruckner, je n'en suis pas informé. On me demande juste de croire sans sourciller, en les conclusions d'une mini-synthèse de quelques pages, que les médias dominants reprennent en les répétant en boucle comme des perroquets, sans le moindre esprit critique. Et ça permet à des gens comme Claire Nouvian ou d'autres gourous climatiques à la Greta Thunberg d'agiter le chiffon rouge en faisant croire que la catastrophe est inévitable, en parlant d'un
consensus scientifique qui n'existe pas, puisqu'il ne peut exister de consensus. Ah bah bravo, coupé net, juste au moment où vous alliez peut-être enfin apprendre un truc vaguement utile. Même moi, je sais plus ce que c'était. C'est dire si c'était important. Bon, bah, par conséquent, si vous tenez absolument à savoir ce que j'allais révéler, et franchement, je me demande dans quel but, il suffit d'aller voir la suite, sans interruption pub, sur mon site animen.fr. Oui, celui qui s'affiche juste là, sous la vidéo, avec le lien en description. Prenez le titre, la petite référence numérotée, et allez fouiller sur la page dans le bandeau sous la vidéo mise en avant. En faisant gaffe à ne pas prendre la bande-annonce pour la vidéo complète. C'est pas sorcier. Même pour ceux qui pensent qu'un onglet trisélectif va bientôt apparaître sur YouTube pour recycler des vidéos comme celle-ci. Après, si tout ce que je vous raconte vous gonfle, bah n'y allez pas. Mais alors, expliquez-moi pourquoi vous avez tenu jusque-là. Mystère insondable du cerveau humain. Faut que je demande à Alain. Lui, il a toujours une théorie neuroscientifique pour tout. En attendant, surtout ne partagez pas cette vidéo. On ne voudrait pas qu'elle soit mieux référencée et qu'elle serve à, horreur absolue, diffuser un peu d'éducation populaire sur la protection de la nature à vos amis et à vos proches. Ne la commentez pas non plus. Sauf peut-être pour conseiller à ceux qui vous liront d'aller regarder ma vidéo directement sur animen.fr pour ne pas être frustré de se faire couper, comme vous et moi à l'instant, en plein milieu de celle-ci. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Juste pour vous, histoire de dire. Quant à le recommander aux autres, faut pas pousser non plus. Et si la plateforme sur laquelle vous êtes ne vous laisse pas cliquer sur s'abonner, parce qu'après tout, pourquoi faciliter la vie des gens, hein, passez par ma newsletter, là encore sur animen.fr. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Et quelques autres réjouissances au passage. Bon, on en était où ? Ah oui, vous étiez sur le point de devenir un peu plus intelligent. Mais rassurez-vous, ça va vite passer. Mais non, je déconne. Allez, on se retrouve sur mon site internet. C'est un peu comme si vous veniez chez moi. Sauf que j'ai pas à vous payer à bouffer. Ciao !